Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un petit peu spécial. Je sais pas si tu es au courant, mais l'humanité a toujours excellé et même devenu ingénieur en actes de torture. Il y en avait pour tous et pour toutes, et franchement on a vraiment été dégueulasse. Alors évidemment cette vidéo est pas là pour encenser ces pratiques-là, mais pour faire le point de quelques idées farfelues que certains ont eues pour torturer leurs congénères. Alors sincèrement, si t'as un petit cœur, que t'as pas trop envie de parler d'actes de torture, eh bien zappe cette vidéo, y a pas de souci, tu peux trouver d'autres vidéos ultra intéressantes comme celle-ci ou même celle-ci. Pour les autres, est-ce que tu es prêt à découvrir des actes de torture inimaginables? Pour le premier, dirigeons-nous vers l'Asie pour découvrir la torture du bambou. Alors je sais qu'en disant ça, certains vont tout de suite penser à ces moines tibétains qui se flagellent avec des bambous. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, la torture du bambou visait à enfiler par un orifice une tige de bambou et la laisser pousser lentement dans le corps. Mais pourquoi faire ça? C'est franchement horrible. C'est fou quand même ces humains qui infligent de telles choses à d'autres humains. Vous êtes vraiment pas net dans ton espèce. Eh bien, les raisons sont multiples et variées. La principale cause, c'était des luttes de pouvoir ou des luttes de religion. On utilisait les tortures pour évincer les dissidents ou les ennemis du trône, ou même simplement ceux qu'on considérait à l'époque comme hérétiques. Et c'est malheureusement une réalité qui a marqué le passé de beaucoup de civilisations. Pour revenir à cette pratique du bambou, eh bien, elle aurait été utilisée principalement en Asie de l'Est, principalement en Chine, en Inde ou même au Japon. Mais je veux bien préciser une chose, c'est que actuellement, aucune preuve de son utilisation n'est fiable. Ça a été mentionné une ou deux fois dans des bouquins, mais c'est à peu près tout. Deuxième torture incroyable, le scaphisme. Alors, ce nouveau supplice qui est tout aussi effroyable a pour origine la Perse. Imagine un petit peu, on enduit la tête de la victime avec du lait et du miel, et puis on enferme le reste de son corps dans un réceptacle étroit. Le lait et le miel ont pour but d'attirer plein d'insectes. Mais c'est pas encore tout le supplice. Les insectes, une fois arrivés sur place, vont rentrer dans ce réceptacle pour se nourrir des différents déchets corporels. L'objectif étant de provoquer chez la victime une infection lente, provoquant par la suite une agonie insupportable. Oh, c'est juste insensé, on dirait une scène d'un film d'horreur. Cette pratique a été généralement considérée comme une fiction. Aucune source perse n'en parle. La seule référence que l'on a est une description primaire que l'on découvre chez Plutarque. D'ailleurs, les spécialistes de Plutarque pensent qu'il aurait emprunté, sans critique, cette donnée, cette description faible à Stésias, qui était lui-même considéré par Plutarque comme une source très faible. J'ai du mal à imaginer comment on pouvait inventer de telles choses. L'homme est malheureusement capable du pire. Selon Plutarque, cette peine aurait été donnée à un Perse du nom de Mithridate qui aurait tué le frère du roi. En tout cas, il s'en serait bien vanté. Il aurait subi cette peine pendant 17 jours avant de mourir. On retrouve ça dans la biographie de Plutarque sur le roi Artaxerxès. Bon, c'est bien gentil, mais là, tu nous as parlé de supplices pour l'instant. On n'est même pas sûr que ces supplices-là aient existé. T'en connais ou on a quand même des sources un peu plus fiables? Alors j'en ai une qui est un petit peu moins connue que les deux précédentes, mais qui est quand même une torture horrible. On l'appelle la cage de fer. Cette fois-ci, l'idée est simple, on place notre victime dans une cage de fer exiguë et on l'expose aux différents éléments ainsi qu'aux animaux sauvages, ces derniers étant préalablement affamés. C'est comme une sorte de prison miniature, mais en pire. Exactement, la cage de fer était souvent utilisée pour punir des dissidents politiques ou des hérétiques. Alors la torture psychologique était immense. On l'utilisait finalement quand même beaucoup. Et sur la cage de fer, la mort survenait souvent par déshydratation. Bon, c'est vraiment inhumain. On devrait infliger ça à personne. Sincèrement, qui a eu l'idée de cette vidéo? C'est vrai. En 1488, le duc d'Orléans, ayant été fait prisonnier à la bataille de Aubin, fut enfermé dans la tour de Bourges et gardé très étroitement. Parmi les cruautés qu'on lui a fait éprouver,
Pendant ces 3 ans que dura sa captivité, la plus barbare fut celle de l'enfermer la nuit dans une cage de fer. Et dans un article de la Dépêche, on nous dit qu'on peut trouver cette cage au musée de l'Inquisition à Carcassonne. Allez, on passe tout de suite au 4e supplice, la fourche de l'hérétique. Alors là, ce supplice était réservé aux hérétiques et aux dissidents religieux. La victime était attachée à un poteau et on lui mettait un collier avec plein de petites fourchettes qui lentement lui transperçaient la chair. Oh la barbarie! C'est une véritable torture psychologique et physique. En effet, 4 pointes métalliques allaient lui percer le dessous du menton et le sternum, l'empêchant quasiment de parler. Et je dis bien quasiment parce que l'objectif était quand même que la victime puisse balbutier un seul mot, abjuer, c'est-à-dire j'abjure. D'ailleurs, cette inscription était écrite sur la fourche de l'hérétique. On en parle un petit peu dans un livre écrit par un théologien, Hubertus Minardi. Son livre s'appelle La Nouvelle Inquisition. Mais encore une fois, on a très peu de documentation sur ce supplice. Allez, on passe à un supplice que vous connaissez tous, ne serait-ce que par Kaamelott. Il s'agit là de la Vierge de Fer. La Vierge de Fer, c'est certainement l'un des instruments de torture les plus connus et en tout cas un des plus utilisés en Europe du Moyen Âge. La victime était placée dans une sorte de boîte en fer et lorsqu'on refermait cette boîte, elle était percée par plein de petites pointes métalliques qui provoquaient une mort lente et agonisante. Ça vous ennuie si je vomis? Mais est-ce que cet instrument a vraiment existé? J'ai l'impression d'avoir lu quelque part que c'était une petite fabulation. Mon cher Léon, c'est une question assez complexe. La Vierge de Fer a été décrite par de nombreux documents. En tout cas, on a des traces dans pas mal de récits historiques, mais certains historiens mettent en doute sa véracité. Le premier récit historique que l'on a date du 18e et a été écrit par l'historien Johann Philipp Siebenkees. L'historien affirme qu'un criminel a été tué par une Vierge de Fer en 1515. Les pointes métalliques étaient d'ailleurs faites de manière à être assez courtes pour ne pas tuer leur victime. On dit qu'il a agonisé pendant 2 jours avant de mourir. Mais son récit, encore une fois, est largement mis en doute. Après, si tous les instruments de torture sont mis en doute, c'est à se demander si le Moyen-Âge avait vraiment de telles pratiques. Quoi qu'il en soit, même si elle n'a pas été utilisée aussi souvent qu'on le pense, l'idée même de cet instrument est terrifiante. C'est vrai, la Vierge de Fer est symbole de la cruauté que les hommes peuvent avoir et même de l'ingéniosité qu'ils peuvent avoir en matière de souffrance. Une autre histoire nous raconte qu'une Vierge de Fer aurait été découverte à l'intérieur du Comité national olympique irakien, à Bagdad. À un moment donné, Uday Hussein, le fils de Saddam Hussein, était à la tête de ce comité et de la fédération de football du pays. Et l'histoire nous raconte que la Vierge de Fer lui appartenait et qu'elle était utilisée pour punir les athlètes dont les performances étaient insuffisantes. Allez, c'est parti pour la 6e pratique, celle-là tu la connais, il s'agit ni plus ni moins de l'empalement. Là, on plaçait simplement la victime sur un pic qui se faisait transpercer de part en part. La mort survenait dans d'atroces souffrances. Mais c'est horrible, j'imagine même pas la douleur que ça pourrait infliger. Alors l'empalement était utilisé principalement pour punir les crimes les plus graves. Et quand je dis crimes les plus graves, on parle de trahison ou de meurtre. Il était aussi utilisé pour dissuader les différents ennemis et pour faire peur à la population. Parce que une population qui a peur, c'est une population gouvernable. Et malheureusement, celle-ci, elle a bien été utilisée pendant des siècles dans plein de cultures. Au XVe siècle, le roumain Vlad Tepes était surnommé l'empaleur. Il aurait maintes fois utilisé ce supplice contre des Turcs et contre ses ennemis. D'ailleurs, sa réputation fut rapidement associée à une barbarie assumée. Et on en parle d'ailleurs dans le grand dictionnaire universel du 19e siècle. Et si on parlait maintenant d'un autre supplice peut-être un peu plus psychologique, mais encore pas sûr. Il s'agit du supplice de la goutte d'eau. Là, l'idée était de faire tomber une goutte d'eau lentement sur le front de la victime qui était préalablement attachée. Ce supplice avait pour but de créer une insomnie et finalement des angoisses. Mais c'est horrible!
C'est comme une forme de torture psychologique. En effet, les tortures psychologiques existaient dans toutes les formes de supplice. L'objectif était de briser toutes les défenses mentales de la victime pour le faire avouer ou simplement pour qu'il renonce à ses convictions. C'est vraiment diabolique d'inventer de telles choses. Alors, le supplice de la goutte d'eau était souvent utilisé lors des interrogatoires, mais il pouvait aussi être utilisé comme punition. Alors encore une fois, eh bien, c'est un supplice qui a été peut-être très peu utilisé, voire pas du tout. En tout cas, on n'est pas certain de son existence, c'est ce que nous révèle notre fameux site Wikipédia. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a pas mal de youtubeurs qui se sont prêtés à l'essai pour voir ce que ça faisait. En voici quelques exemples. Pas mal au coude, de ouf. Ah ouais, non, ça doit être en fonction des morphologies. Tu sais, comme je suis extrêmement musclé, c'est plus musculaire, tu vois. Alors si on s'éloigne un petit peu des instruments de torture dits traditionnels, on pourrait aussi parler des armes à ondes millimétriques. Alors même si elles sont controversées, eh bien ces armes pourraient infliger de graves brûlures à la surface de la peau, provoquant une incapacité temporaire. Mais est-ce que ces armes sont vraiment utilisées à des fins de torture? Alors officiellement non, mais des organismes qui luttent pour la protection des droits humains comme Amnesty International ont recensé des cas où ces armes auraient pu être utilisées sur des prisonniers pour les torturer. C'est vraiment inquiétant de penser que de telles technologies puissent être utilisées pour infliger de la souffrance. Ouais, alors c'est controversé, mais il faut quand même en parler et sensibiliser un maximum de monde aux actes de torture et surtout à ce que ça pourrait engendrer. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as passé un bon petit moment avec nous. Dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres instruments de torture qui seraient sympas à développer dans des vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que, eh bien, avec cette vidéo-là, tu prendras conscience à quel point l'homme peut être cruel et surtout à quel point en 2024, eh bien, on vit peut-être beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Surtout, n'oublie jamais que la torture est une violation des droits fondamentaux de l'humain et qu'elle ne devrait jamais être utilisée, quelle qu'en soit la raison. Alors si tu souhaites en savoir plus pour te cultiver sur les différentes tortures du Moyen-Âge, eh bien n'hésite pas à aller dans la description voir les différentes sources, il y a à peu près tout qui est cité. Évidemment, on n'a pas pu parler de tous les instruments de torture qui ont été imaginés, mais ce petit top, eh bien, nous laisse quand même penser qu'il y en avait beaucoup d'autres. Il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de nous mettre un joli pouce pour nous encourager. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!